Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien et bienvenue au Petite Vue et bienvenue particulièrement à cette dernière capsule de notre série qui fait la rétrospective de la série Friday the 13th, Vendredi 13, série d'horreur qui a été très prolifique aux États-Unis, au Canada et un peu partout dans le monde. Mais on va se contenter de parler de nous, de vous et moi, ceux qui l'avons vu et ceux qui sont intéressés à en parler. Donc, programme chargé aujourd'hui parce que, outre la critique de ce film-là, comme vous me l'avez demandé, je vais faire une mini-rétrospective à la suite de cette critique des scènes que j'ai préférées, les scènes que j'ai moins aimées. Et aussi, ça, on me l'a bien exigé, vous me l'avez demandé, les films, l'ordre des films dans lesquels vous pensez que le meilleur, le pire, etc., etc. Ça fait toujours jaser ce genre de top. Hein, là, je pense que ce sera pas un top 10, ça va être un top 12, parce que, ben là, en général, vous pouvez déjà présumer quel sera peut-être le dernier, lequel sera le premier, ça c'est à voir. Et aussi, on m'a demandé, ben, étant donné que c'est particulier à cette série-là d'horreur, qui est pas nécessairement le cas d'autres films d'horreur, mais on m'a demandé quelles sont tes filles préférées dans Vendredi 13. Alors, je vous dirai un peu comment j'ai procédé, parce que c'est pas évident. Il y en a, s'il vous plaît, des filles dans cette série-là. Alors, on verra ça tantôt. On va commencer par parler de Vendredi 13, Friday 13, qui porte exactement le même titre que le film original de 1980. Et c'est là que ça devient un peu problématique. Ça devient problématique pourquoi? Parce que on pense à prime abord que le film de Marcus Nispel, dis-je bien, va être un vrai reboot de ce qu'était Vendredi 13, le premier Friday 13 de la série, puis qu'on allait reconstruire à partir de ça et faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quelque chose de nouveau avec des jeunes d'aujourd'hui, donc refaire l'histoire, mais une histoire qui se passe dans les années 2000. Là, ben, vous et moi, on est arrivés au cinéma, puis, ben, c'est pas tout à fait ça, parce que, si on se souvient bien, Friday 13, là, parce que là, tout le monde se dit, ah oui, mais je m'en vais voir le dernier Friday 13, puis dans notre tête, quand on va voir un film de Vendredi 13 de nos jours, puis depuis 1981, ben on s'en va voir Jason à l'œuvre. Donc, dans notre tête, c'est clair, puis de toute façon, même sur l'affiche, on le voit, c'est Jason qu'on s'en va voir, Jason qui porte son masque. Ce qui est un peu étrange dans un cadre où on nous dit qu'on s'en va voir un reboot de Friday 13, alors que dans le film original, il n'y a ni Jason, ni masque, évidemment. Donc, ni l'un ni l'autre ne fonctionne dans ce contexte-là. Dans le premier film, c'est Pamela Voorhees. Donc, c'est un peu étrange parce que c'est pas du tout à ce genre de spectacle-là qu'on va s'attendre. Premièrement, dès le départ, dans une scène d'intro très rapide, on n'a pas évidemment l'espèce de whodunit là qu'on connaît de Vendredi 13, donc on n'a pas à savoir, oh mon Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Non. Pamela Voorhees se fait décapiter dans les premières secondes, dans une espèce de look qui fait penser un peu, je sais pas, moi ça m'a fait penser au look de Sin City, là, espèce de look un peu, pas noir et blanc, mais tu sais, le travail de coloration, ça me faisait penser un peu à ce genre de film-là. C'est vraiment très court, là. Puis, on voit Jason, très jeune, qui voit la fameuse scène. Donc, on réinterprète un petit peu la chose. Et là, c'est tout, là. C'est tout pour ce qu'on pourrait appeler reboot. Parce qu'après ça, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec ce qu'on a connu avant. Pas du tout. Donc, bon, regardez, moi, j'ai pas de problème, là, ce qu'on fasse un nouveau film le Vendredi 13. Est-ce qu'il fallait l'appeler absolument Friday the 13th? On aurait pu appeler ça Friday 13th, je sais pas moi, n'importe quoi, là, Back to Camp, ou peu importe, là. Mais c'est pas ce que j'appelle un reboot. C'est plutôt une remise à jour ou une suite. Ça peut être carrément une suite, avec juste un petit interlude au début pour rappeler pour les jeunes ou les gens qui commencent à suivre la série. Ça se peut, là, il y a des gens qui commencent à suivre la série, puis comme c'était fait pour Texas Chainsaw Massacre. Et d'ailleurs, le réalisateur de ce film-là est le même que Texas Chainsaw Massacre. Et
c'est aussi le même producteur. Donc, il n'y a pas de surprise là-dedans. Tous ces gens-là, ils travaillent main dans la main. En fait, suite au succès de Texas Chainsaw Massacre, on s'est dit, hey, pourquoi pas refaire un bon succès bien connu, puis on va faire Friday the 13th. Parfait, pas de problème avec ça. Donc, ça, c'est la base. Là, ça prenait des scénaristes pour... c'est Michael Bay, soit dit en passant, le producteur. Là, j'avais eu l'impression que je l'avais nommé, mais je l'ai pas nommé. Donc, ça prenait des scénaristes. Et puis là, encore une fois, vous savez, dans ce milieu-là, trouver la bonne histoire, etc., etc. On a eu quand même une... Au départ, j'étais pas sûr de l'idée, mais on a récupéré les scénaristes de Freddy vs. Jason. Bon, vous avez peut-être écouté ou pas la capsule que j'ai faite à ce sujet-là. Je vous invite à l'écouter. Il y a un lien qui vous invite à aller la voir si ce n'est pas si c'est pas le cas. Le film Freddy vs. Jason, il y avait des bons éléments, il y en avait des moins bons. Bon, l'histoire en tant que telle n'était pas nécessairement mauvaise, comme je l'avais dit dans la capsule précédente, c'est plus le combat entre les deux que j'ai moins apprécié. Les deux scénaristes qui ont écrit l'histoire, c'est Mark Swift et puis Damien Shannon. Ces deux gars-là, ce sont des fans de la série. Bon, enfin, ça c'est correct, parce que j'aime mieux avoir ça que quelqu'un qui s'en fout, comme la fameuse productrice là, de l'épisode 7 et 8, qui, elle, n'aimait pas la série. Donc ça me plaît pas. Ça, je veux pas avoir quelqu'un qui arrive sur le plateau puis qui connaît pas ça. Comme on a eu des réalisateurs durant cette série-là qui n'y connaissaient rien puis qui avaient jamais rien vu puis qui n'étaient pas intéressés. Le réalisateur de Freddy vs. Jason en est un très bon exemple. Ce gars-là n'y connaissait absolument rien. Alors, ça, c'est pas le cas. Ces deux scénaristes-là, ce sont premièrement, il en avait fait un, il en avait écrit un, qui a eu quand même un certain succès, là, malgré qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont émis des commentaires plutôt négatifs, mais quand même, bon, mettons ça de côté. Ces gars-là ont retravaillé un scénario qui, à mon avis, ont compris, de toute façon, quand t'es un amateur, tu sais de quoi tu parles. Et ce qu'ils ont réussi à faire dans un contexte moderne, c'est de reprendre des éléments de ce qu'on aimait dans les meilleures années des Vendredi 13. Pas qu'il n'y a pas eu des bons Vendredi 13 après ce que j'appelle la première période, là. La période originale, ce qu'on appelle tous la période originale, c'est comme quand on parle de Star Wars, on parle des films de 77, 80 et 83. La période originale, pour moi, c'est de 1 à 4. Pas qu'il n'y en a pas eu des bons après, mais c'est vraiment là, les films des années 80, là, les débuts des années 80. Et ces gars-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont vraiment réapproprié cette période-là, puis ils l'ont amené aujourd'hui. Ça donne un film qui, quand tu le vois la première fois, quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas sûr, puis je suis pas sûr que je l'ai apprécié à son plein degré la première fois, pour plusieurs raisons, parce que la raison majeure, c'est simplement aussi, comme je l'ai dit tantôt, je m'attendais de revoir un reboot. Ils m'ont vendu ça comme un reboot, puis ils ont vendu ça à tout le monde comme un reboot. Fait que la plupart des gens, peut-être comme moi, qui sommes des amateurs, comme je vous l'ai dit tantôt, si c'était des néophytes, ils s'en foutent. Là, ils vont voir un film d'horreur, puis oh mon Dieu, c'est fantastique. Mais sinon, si t'es un amateur qui a vu toute la série, puis qui en revoit, comme vous et moi sûrement, là, tu sais, quand on en regarde, c'est quoi ça? Tu sais, là, tu m'as vendu quelque chose, tu sais, tu me vends une caramilk, puis à l'intérieur, c'est une cherry blossom, ça marche pas, là. C'est pas le goût que je recherchais, là. C'est pas la même affaire pantoute. Mais quand tu le regardes, puis j'ai vraiment pris beaucoup de temps avant de le revoir une deuxième fois, tu sais, je l'ai acheté, tout ça, puis pas le goût de le revoir tout de suite, mais quand je l'ai revu, je dis, hey, mais c'est vraiment pas mauvais du tout, puis un bon Jason, le Jason, il est imposant. Puis aussi, c'est que on n'a pas le même genre de Jason qu'on a connu à travers les années. Tu sais, au début, Jason, bon, il attaquait les gens qui venaient au camp. Hein, les gens, ils venaient au camp Crystal Lake, il tuait les gens qui venaient au camp parce que il vengeait sa mère qui a été tuée au camp, puis il vengeait probablement aussi le fait que lui, il est mort là parce que les animateurs, ils n'ont pas été vigilants à son endroit, peu importe.
Là, à un moment donné, il commence, lui, là, Jason, là, pendant les années suivantes, là, à aller se promener. Il va se promener en bateau, il va se promener à New York, fait des voyages en avion, en navette spatiale. Plus rapport, tu sais, ce n'est plus le personnage originel et original. Tandis que là, dans ce scénario-là, il se réapproprie le personnage, puis même qu'ils vont un petit peu plus loin, dans le sens où il devient très territorial. Et au premier visionnement, j'ai plus ou moins aimé ça parce que on s'est tellement fait, dans des univers qui ont plus d'allure, là, tu sais, j'avais même Freddy versus Jason, c'était rendu fantasmagorique, cette affaire-là. Tandis que là, on revient dans un milieu beaucoup plus clos. Tu sais, c'est vraiment son univers à lui, et c'est l'univers qui protège. Et, tu sais, Jason, il y a des grottes, etc., etc. Ça m'a fait penser au dernier Rambo, qui était très mauvais, soit dit en passant, là, qui est pas bon, là. Puis, tu sais, Rambo qui creuse des grottes, il creuse des grottes, puis tu te dis, pourquoi il creuse des grottes? Mais c'est parce qu'il veut protéger son territoire. Mais c'est exactement ce que Jason fait là-dedans. Fait que lui, bon, il creuse des grottes, pas pour protéger, tu sais, c'est pour pouvoir accès à toutes sortes d'affaires, mais il protège son domaine à lui. C'est cet endroit-là qui est le sien, qui était celui de sa mère aussi. Donc, c'est vraiment ça, là. Fait que si tu t'aventures dans son territoire, là, évidemment, le territoire, dans ce film-là, ça se passe dans le bois, là. C'est à Crystal Lake, là. C'est pas, on s'en va pas des territoires du Nord-Ouest, là. Donc, c'est tout à fait logique. Et même plus logique que ce qu'on a vu dans certains films où on savait pas trop pourquoi il faisait ci, pourquoi il faisait ça. Là, ok, bon, il tue, des fois, on comprend pas tout pourquoi, il tue sans raison, mais là, il tue dans comme son territoire de chasse. C'est comme, t'es chez nous, t'as pas le droit d'être là. T'as pas le droit d'être là. Puis évidemment, bon, il y a certains liens qui sont faits avec sa mère, tu sais, la fameuse Tatay, là. Si vous êtes très attentif aussi, on voit dans une grotte, il y a une chaise roulante qui est sans aucun doute la chaise roulante de Mark du deuxième film. Puis des fois, il y a des mouvements que Derek Mears, le gars qui fait Jason, il garoche des affaires exactement comme les anciennes personnes qui ont interprété Jason agissaient. Il y a une période, dans les derniers films, Jason, il avance, il marche pas trop vite, Jason. Il est peut-être avec le temps un peu plus fatigué, mais au début, là, si vous vous souvenez, là, Jason, là, il y avait de l'énergie, il courait. Mais là, dans ce film-là, il y en a de l'énergie, là. C'est un Jason qui est en forme, puis il est assez imposant, puis assez meurtrier aussi. Puis les meurtres sont un peu différents. Il y en a quelques-uns qui sont assez surprenants et sont très, très réussis, d'ailleurs. Un film, d'ailleurs, qui est construit très différemment de ce qu'on a vu précédemment. Habituellement, on a toujours le même pattern. Là, on a vraiment, comme dans un film... quasiment comme dans Psychose, à la limite, ou je ne peux pas comparer Psychose à ce film-là, là, ça n'a rien à voir, là, où tu as vraiment une première histoire, bang, ça se termine, il y a une deuxième histoire. Mais c'est le même principe, là. Si vous y réfléchissez bien, c'est la même chose. La première partie de l'histoire dure 25 minutes, c'est probablement, avant le générique, là, c'est probablement un des plus longs pré-génériques de l'histoire du cinéma. Je ne sais pas s'il y en a des plus longs que ça, là, mais pour un film qui dure, je sais pas, moi, 1h30, un peu plus d'1 h 30, là, avec 25 minutes, c'est long, hein, s'il vous plaît, là. 25 minutes! Moi, là, la première fois, je suis là, ok, ben, le film est parti, c'est de nos jours, il n'y a plus de générique, il n'y a plus rien, il n'y a plus. Fait que le film continue, puis là, ça apparaît. C'est rien. Il me semble que ça fait un bout, là, ça fait pas 5-10 minutes, là, que ça a commencé, ça fait vraiment plus longtemps que ça. Puis là, je regarde sur j'allais dire le magnétoscope. Mais ben, ça s'appelle plus le même, ça s'appelle un DVD. Sur le lecteur Blu-ray, je regarde, puis là, je vois le temps, puis j'en revenais pas, je disais, incroyable. Donc, c'est un très long pré-générique, dans lequel, par contre, soit dit en passant, c'est vraiment un très bon pré-générique, dans lequel on a des très bons personnages. On a un premier groupe de jeunes, et on va penser d'ailleurs que c'est le groupe de jeunes qu'on va suivre tout au long du film, là, jusqu'à temps qu'on sache que c'est pas le cas, qui se rendent à Camp Crystal Lake pour aller faire du camping. Évidemment, la plupart des clichés sont là. T'as le gars qui s'en va pour aller se promener puis découvrir des plants de potes. C'est le premier qui va y passer. Les clichés sont vraiment, vraiment là.
t'as un gars qui est là puis qui est dans une tente. Les scènes de sexe, soit dit en passant, sont assez olé dans ce film-là. Et juste un bref aparté, le comédien, et là je me permets de dire son nom, c'est Ben Feldman, parce que je reconnais son visage, mais j'aurais dit son nom de personnage parce que j'écoute la série Superstore. Donc, il joue dans la série Superstore pour ceux qui écoutent ça. Il joue le personnage de Jonah, mais il joue aussi dans Mad Men, il joue dans d'autres choses. Donc, ce comédien-là, Ben Feldman, à l'époque, au moment où il tournait le film, sortait avec la comédienne America Olivo, avec laquelle il a une scène, c'est lui qui tourne la scène avec elle dans la fameuse la scène dans la tente. La veille ou l'avant-veille, je pourrais pas vous le dire parce que je suis pas là, puis c'est pas moi qui tiens le journal de bord, mais je peux vous dire que les deux, qui étaient un couple dans la vie, se sont séparés. Et ils ont dû tourner cette fameuse scène ensemble. Alors imaginez, c'est comme, ou je pense une semaine avant, peu importe, mais imaginez là que vous êtes dans la vie là, avec votre, vous êtes en couple et que vous vous séparez et que là vous avez à tourner une scène de même. Ça doit vraiment pas être évident. Et là, je parle pas de, tu sais, genre, on appelle pas du make-up sexe là, mais tu sais le fameux, tu sais, on couche ensemble la dernière fois avant. C'est pas question de ça là. Là, t'es tout nu devant, tu sais, un caméraman, un éclairagiste, un preneur de son, etc., tu sais. Puis la scène, t'as fait pas une fois, là. Je comprends très bien que c'est pas Stanley Kubrick qui te demande de la refaire 42 fois, mais je peux quand même imaginer le mal. Déjà, en partant tourner des scènes comme ça, à moins que, bon, il y en a peut-être qui sont très à l'aise de tourner ce genre de choses-là, mais ça doit pas être très évident. Et là, imaginez donc la situation. Bref, tout ça pour dire que notre ami Ben Feldman, qui joue le personnage de Richie, a l'impression d'entendre du bruit. Son copain Wade, qui est déjà mort, s'en va dans le bois, laisse Amanda dans la tente. Dans la tente, c'est le cas de le dire, ben ça va l'attendre. Et quand il revient, et là, ça c'est vraiment, sérieusement, un des très bons meurtres, je pense, de toute la série. Amanda est pendue dans son sac de couchage au-dessus d'un feu de camp. Écoute, elle est en train de griller comme une guimauve. C'est abominable comme mort, vraiment, là, tu sais, par asphyxie. Absolument, Jason, là, c'est comme slack, pow, fini, là, tu sais, on niaise pas avec ça, c'est terminé, tu meurs, puis c'est fini. Non, là, c'est vraiment une mort atroce. Et le pauvre, je peux toujours l'appeler Ben ou Jonah, peu importe, je trompe tout le temps, c'est le personnage de Richie donc qui arrive et qui est pris dans un piège à ours. Et le fait que justement qu'il soit pris dans un piège à ours démontre que Jason est très territorial, donc il a même installé des pièges pour attraper les gens. Alors ça prouve la chose. Donc probablement, notre amie Amanda va mourir, c'est abominable. Et Richie, lui, il va recevoir un coup de machette dans le crâne. C'est pas mal ça. Mais pendant ce temps-là, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire qu'il y a Whitney et Richie qui, eux, étaient partis se promener pour aller découvrir d'autres choses. Et ils découvrent l'endroit, le repère de Jason. Bon, Mike ne survivra pas à la chose. On le voit pas mourir, là, mais on sait qu'il survivra pas. Whitney, elle va avoir la chance de survivre. On pense qu'elle va mourir, mais elle est de retour. Elle est vivante après le fameux générique. Et là, c'est là que, comme je disais, que c'est comme Psychose, c'est comme la fille survit et là, c'est son frère Clay qui tente de venir la chercher. Bon, dans Psychose, on sait qu'elle meurt et c'est sa sœur qui tente de la retrouver. Donc, c'est le seul parallèle là, que je voulais faire entre les deux. Là. Voilà. Donc là, il y a là, tu as une autre panoplie de personnages. Il y en a qui vont dire que, bon, c'est encore les mêmes, des archétypes, etc. Oui, c'est vrai que ce sont des archétypes, mais vous voulez un film d'horreur pour ados? Ben, c'est ça. Vous allez avoir tous les archétypes sont là. Et puis, c'est les archétypes qu'on a connus depuis 1980. Donc, t'as le beau gars, t'as les belles filles, puis t'as les comiques. Chewie puis Lawrence, c'est deux comiques. Ça te prend tes comiques dans le film. Puis t'as Trent, le fraîchier, t'as Jenna qui est sa blonde, mais qui finalement, on s'entend qu'elle va se faire passer, c'est pas elle qui va se faire passer à sapin, ça va être plutôt, ça va être plutôt une autre fille, Brie. T'as Chelsea, puis t'as Nolan aussi, qui est l'autre beau gars de service, un peu, tu sais, le fier à bras, là.
Alors, tous ces gens-là vont tous disparaître les uns après les autres, avec, je dirais, des meurtres assez, tu sais, bon. Nolan qui reçoit une flèche dans le front, ça m'a fait penser un peu au meurtre de Vera dans le troisième. Fait que ça, c'est intéressant. Chelsea, le meurtre a été changé, c'était pas tout à fait ça qui devait arriver, là. Elle devait mourir, là, tu sais, le bateau devait tourner autour d'elle, puis elle devait comme sombrer dans l'eau. Mais la manière que c'est fait aussi, c'est assez traumatisant. Et la scène devait être beaucoup plus longue aussi quand parce que là, elle a été frappée par le bateau, puis là, elle nage. Jason est sur le bord de l'eau, puis elle continue de nager, puis elle est comme un peu, évidemment, déboussolée, puis Jason est toujours sur le bord de l'eau. Puis je pense que ça aurait été quand même bien de la conserver, cette scène-là, parce que ça devient très traumatisant. Mais la scène est quand même très bonne, là, même si elle a été coupée, puis il faut accélérer un peu les choses dans un film d'horreur comme celui-là, là, pas que ça dure non plus 3 heures de temps. Mais là, on a droit à du vrai Jason, tu sais, où tu as une fille nue qui est comme dépourvue, qui sait pas quoi faire, puis bang, ça frappe, là, tu sais. On s'y attend un peu, mais on sait pas trop exactement comment. Puis, tu sais, le coup de la machette dans le crâne, c'est quand même du jamais vu. Donc, on lui donne un A+, pour ce meurtre-là à Jason. Par la suite, bon là, évidemment, notre ami Trent, pendant ce temps-là, lui s'y donne à cœur joie. Oui, j'ai oublié de mentionner évidemment que Jason, parce qu'au début du film, Jason a une espèce de simili poche de patate pour nous faire rappeler la poche de patate qu'il a eue dans le deuxième film. Il réussit à retrouver, après avoir retué un personnage, il trouve un masque par hasard. La scène ça devait pas être ça non plus là, au départ. Le gars devait avoir le masque sur la tête, puis il devait même y avoir, et là heureusement que ça n'a pas été le cas, une espèce de retour de Shelley, je sais pas trop comment. Merci, mon Dieu, de ne pas l'avoir ramené. Je sais pas comment il aurait pu faire, mais bon. Donc, il trouve par hasard le masque qu'il va mettre à la place de... Probablement que c'était dû pour aller au lavage. J'ai aucune idée. Peut-être que son chiffon était très sale. Fait que c'est ça. Donc là, ben, tout le monde y passe. Comme je disais, il y en a un qui reçoit un tournevis dans la gorge. Là, je sais pas. Il avait besoin de... de se remettre 2-3 bolts à la bonne place. Puis Trent, lui, pendant ce temps-là, lui s'amuse follement avec son ami Bree dans une scène qui n'est pas piquée des verres. Et d'ailleurs, même avec une... on se demande même si on n'est pas dans un film porno pendant 2-3 secondes alors qu'il est en train de lui parler de ses seins qui sont fantastiques. Fantastique ou prodigieux, je sais pas trop comment il dit ça là, dans la scène exacte, là, mais bref, c'est assez spectaculaire, merci. Et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui reçoit un nage dans le dos. Puis pendant qu'il crie à l'aide, ben, ses amis s'en foutent. Et ça, j'ai trouvé ça quand même bien parce que je crois que c'est volontaire de la part des scénaristes. C'était l'époque où l'espèce de je m'en foutiste, du me, myself and I, tu sais, oh, regarde, moi je suis occupé avec mes affaires, tu sais, les autres, on s'en fout un peu, là, bref. Pendant ce temps-là, Clay essaie de trouver sa sœur, puis il est aidé de Jenna. Finalement, il finit par retrouver sa sœur. Ce qui est très triste et ce qui est très rare, et ça, c'est un fait d'exception dans la série des Friday 13. Jenna, qui est une fille qu'on pourrait appeler une fille pure, ben, elle ne survit pas, elle se fait tuer, et ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Bree, pour sa part, on dispose d'elle une fois qu'on a terminé, donc on l'accroche sur un crochet. Et puis Trent, ben lui, je pense que tout le monde à la fin du film, tu sais, c'est le genre de personnage que tu gardes pour la fin parce que tu l'haïs tellement. Tu sais, il y a eu des personnages qu'on n'aimait pas, comme le psychiatre dans Part 7. On aurait voulu les voir mourir bien comme il faut. Les scènes avaient été tournées, soit dit en passant, pour le 7, mais malheureusement, c'était la NCAA a coupé tout ça, coupé ça au montage, a coupé la découpure. Donc c'est plate parce que des personnages comme ça qu'on haït, puis on va voir ça, on va voir les films d'horreur un peu pour ça. Donc Trent, lui, il y en a pour son argent. D'abord, premièrement, il reçoit un coup de machette. Et ensuite, ben, il se fait empaler sur un camion. Puis, bye bye Trent. Évidemment, le tout se termine comme il se doit, c'est-à-dire que Jason ben, meurt dans l'eau, mais finalement on ne meurt pas, puis on a droit à une scène finale comme on les connaît. Ce qui veut dire que ben, notre ami Jason est toujours supposément vivant. Alors voilà. Donc, malgré tout, moi j'ai bien aimé ce film-là. Je pensais pas en le redécouvrant, je l'ai pas mal plus aimé que ce que je pensais. Donc je vais lui donner les notes tout de suite, puis après ça on va passer à notre grand décompte.
Donc, pour le scénario de ce film-là, je lui donne un 6.5. C'est un bon scénario, il y a des faiblesses. Tu sais, on a peut-être trop voulu caricaturer certains personnages. On a passé tout droit pour certaines choses, mais en général, je trouve qu'on a quand même fait un bon job. Les personnages, oui, ils sont caricaturaux, mais en même temps, on a des personnages qui le sont moins, puis ça permet une bonne histoire, donc je leur donne un 7. Très bons personnages dans ce film-là, tout comme les meurtres qui sont vraiment, là, je dirais, au-dessus de la norme de ce qu'on a vu depuis les derniers films, qui étaient comme du déjà vu, on savait plus trop quoi faire, fait qu'on refait la même chose, puis bon, on n'est pas surpris. Donc 8 pour ces meurtres-là. Jason, alors soit dit en passant, Derek Mears, l'interprète de Jason, j'ai vu des entrevues avec ce gars-là, ben... ce gars-là est d'une gentillesse incroyable. Les comédiens le disent sans arrêt. Tu sais, il y en a qui ont voulu conserver le mythe, alors que pendant le tournage, ils restaient dans leur cabine, ils sortaient juste en déguisement pour vraiment faire peur aux comédiens. C'est une très bonne méthode, effectivement, parce que quand les comédiens voyaient arriver Jason, ils avaient vraiment peur. Mais lui, là, c'est un fan de la série, vraiment. Physiquement, ce qu'il apporte au personnage, c'est incroyable, vraiment incroyable. C'est un des meilleurs, je crois, mais comme j'ai toujours dit, moi, j'ai pas vraiment nécessairement de préférence pour certains Jason ou pas. Il y en a un que j'ai pas aimé, puis je l'ai déjà dit, là, puis j'en parlerai tantôt. Donc, pour ce Jason-là, je lui donne un 8 aussi. C'est un excellent Jason. Vraiment, là, j'aime son énergie, puis j'aime le physique qu'il a. C'est très bon physique. Le film dans la série, c'est un bon film dans la série, vraiment, là. Au début, j'étais pas sûr, puis plus ça allait, plus je l'aimais. Fait que, il se compare pas, tu sais, dans les... Je vais toujours avoir quelque chose, tu sais, une préférence pour les films originaux, fait que je le mettrai jamais comme premier, mais je l'aime bien, fait que je lui donne un bon 7. Puis comme film dans l'univers du cinéma tout court, je lui donne un 6, qui est quand même pas si pire. Les critiques, ils donneront jamais ça. Les critiques vont lui donner un genre de 0, de 2 ou de 3, juste pour dire qu'il y a un générique à la fin. Mais je veux dire, quand tu veux voir un film d'horreur dans ce style-là, c'est ça, je veux dire, tu vas voir vas-y pas. Non, mais sérieusement, là, ne va pas voir ce genre de film. Pourquoi tu t'astreins à ça? C'est ridicule. Moi, j'ai été critique j'en fais encore, mais j'ai été critique. Puis, des fois, j'étais obligé d'aller voir des films, ça c'est correct. Puis, des fois, c'est vrai que j'étais obligé de voir des films, j'en découvrais. Il y en a qui c'était des navets, ça arrivait. Puis c'est toujours une question de goût, hein, soit dit en passant. Ce qui est un navet pour moi est un filet mignon pour quelqu'un d'autre. Donc, ce que je veux dire, c'est que, mais quand t'arrives pour voir ça, tu sais, si t'arrives au 12e film, puis que t'as déjà vu, mettons, t'en as vu 3-4 dans ta vie, puis ton boss dit, hey, moi, je voudrais que t'ailles voir Vendredi 13, non. Ben, moi, j'haïs ça, mon Vendredi 13. Dis-les que t'aimes pas ça. Va voir autre chose. Va voir Fried Green Tomatoes. Tu sais, je veux dire, va voir quelque chose d'autre, là. Va voir Orgueil et Préjugés. Pas Vendredi 13. Ça veut pas dire que j'aime pas ce genre de film-là. Mais ce n'est pas fait pour toi. Va pas faire chier le monde après en leur disant que le film est pourri. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. C'est-à-dire, c'est ridicule. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui, dans sa vie, je sais pas moi, aime pas les champignons. Ben, je veux dire, donne-y pas de la crème de champignons, donne-y de la crème de carotte. Tu sais, je veux dire, c'est la même affaire. Mais je pense qu'il y a des gens qui, par pur plaisir de vouloir médire sur ce genre de film-là, ils vont les voir. Ben, voyons. Moi, j'aime les films d'horreur. J'aime ça, les films d'horreur. Je sais très bien que sur 10 films d'horreur, là, il y a probablement des chances qu'il y en ait 7.5 qui risquent d'être moyennement mauvais. Je le sais, c'est un style qui est comme ça. Fait que faut que tu sois prêt à ça. Mais force-toi pas si tu sais d'avance que, premièrement, t'aimes pas les films d'horreur. Puis deuxièmement, t'aimes pas les films en série comme ça. Puis troisièmement, t'aimes pas les Vendredi 13. Non. Tu dis non à ça. Tu dis non. Je préfère aller voir, je sais pas, moi, envoyez-moi voir une pièce de Shakespeare, envoyez-moi voir autre chose. J'aime pas ça, j'ai le droit de pas aimer ça. J'aime mieux les comédies romantiques, j'aime mieux, peu importe, j'aime mieux les comédies musicales.
Mais envoyez-moi pas voir ça. J'aime pas ça. Je vais vomir dans mon popcorn. Fait que ça sert à rien. Bon, il y en a des critiques comme ça. Il y en a plein. À l'époque où je couvrais le Journal de Montréal, puis j'étais attitré, entre autres, quand il y avait un film d'horreur, j'étais attitré. Ben, les gens qui étaient là dans la salle, la majorité, c'était des gens qui tripaient là-dessus. Et ils tripaient là-dessus, que ce soit des gens qui travaillaient pour la presse ou le Devoir, parce qu'il y en a. C'est pas parce que tu travailles pour des journaux qui sont prestigieux que tu n'as pas le droit d'aimer ce genre d'affaires-là. Envoie juste des gens qui aiment ça. Bon, bref, c'était un aparté là-dessus. Maintenant, c'est l'heure, chers amis, de faire le grand décompte finaux avec mes scènes préférées, puis les scènes que j'aime le moins, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter mes meilleures scènes, mes pires scènes, mes meilleurs meurtres, mes meilleurs personnages, les pires personnages, et je sais déjà que vous connaissez déjà mon pire personnage, les filles les plus sexy, et finalement, les films, donc de 1 à 12, de 12 à 1. Pour déterminer, d'ailleurs, l'ordre de, si je fais de 1 à 12 ou 12 à 1, on va faire un genre de tirage au sort. Pour les 10 meilleures scènes. Alors, j'y vais toujours de 10 à 1, sauf pour les films, on verra bien. Alors, ma 10e meilleure scène, c'est quand Shelly finit par mourir dans le 3. Y es-tu là? Je parlais pas trop longtemps parce que là, la capsule va être trop longue, là, mais je vais me permettre des fois des petits commentaires. Il est là beaucoup trop longtemps, Shelly. Il est là juste pour donner le masque à Jason. Il est vraiment... Ben, j'ai dit tantôt comme pour Trent, là, c'est le personnage que tu détestes puis que tu veux qu'il meure, là. Mais lui, là, c'est épouvantable. Ça donne quasiment le goût à manier d'arrêter le film. En 9e position, la danse de Jimbo, ça c'est Crispin Glover dans le 4, à égalité avec la danse de Violette dans le 5. Bon, Violette, c'est un petit coup de cœur personnel à moi, là, dans le 5, j'ai toujours aimé cette petite danse-là. Je sais pas, je trouve que elle a quelque chose de particulier, puis j'aime la chanson en plus, His Eyes, mais particulièrement la danse de Crispin Glover qui est vraiment hilarante, je vous en ai déjà parlé. En 8e position, Freddy qui s'empare du masque à la fin de Jason Goes to Hell, c'est probablement la seule bonne scène de ce film-là. En 7e position, Jason qui passe par la fenêtre pour attaquer Ginny à la fin du 2. C'est une scène assez surprenante et glaciale, je dirais. En 6e position, le début de Part 6. Il y a deux choses que j'ai aimées dans ce début-là. C'est quand le réalisateur s'est amusé à rendre hommage à deux films, à Frankenstein, quand il redonne vie à Jason à cause de l'éclair, et aussi quand il fait un clin d'œil à James Bond 007 au tout début du film. En 5e position, Jason qui sort de l'eau la toute première fois au début du Part 7. Vraiment, là, c'est Kane Hodder, là, vraiment surprenant, très épeurant, avec la colonne vertébrale, excellente scène. En 4e position, la scène du feu de camp au début du 2, ben ça c'est une scène qui est mythique, et c'est repris un peu dans le reboot dont on vient de parler. Tu sais, l'espèce de, on raconte, le meilleur moyen de raconter une histoire d'horreur, c'est toujours autour d'un feu de camp. Je trouve que c'est très bien fait, puis pour moi, dans ma tête, des fois, j'ai dit que ça se passait dans tel film, puis ça se passait pas dans tel film. J'ai toujours l'impression qu'on le fait dans toutes les préambules de tous les vendredis 13, tellement c'est dans ma tête, c'est la chose idéale. En fait, c'est une scène qui est mythique. En numéro 3, Pamela qui se fait couper la tête, évidemment, dans le premier film. Une scène culte. En 2e position, Jason qui sort du lac à la fin du premier film. Alors, Jason qui sort du lac, pour moi, c'est comme... Jason qui sort du lac, c'est toujours vendeur. Il a fait la même chose aussi dans Part 6 à la fin quand il se bat contre Tommy Jarvis. Mais évidemment, bon, la scène du premier film est imbattable. Et finalement, ma scène préférée, c'est Annie qui réalise qu'elle est avec Pamela Voorhees dans la Jeep dans le premier épisode. Vous savez que j'aime ce qui est thriller, ce qui est suspense, ben cette scène-là est tout à fait fantastique et bien réussie. Moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai vraiment eu beaucoup de frissons. Les pires scènes. Alors, la 10e pire scène, c'est Jason pendant Freddy contre Jason, simplement parce que c'est pas Kane Hodder qui l'interprète. C'est épouvantable. Le gars qui interprète Jason est tellement mauvais que ça enlève toute la crédibilité au film. Donc, c'est pas une scène en tant que telle, mais c'est ça. En 9e position, Jason qui est pas Jason dans Jason Goes to Hell.
On le voit au début, on le voit à la fin, puis après ça, là, ben vous savez, c'est du espèce de film fantastique qui a aucun sens. Donc ça, c'est vraiment très, très décevant. En 8e position, la fin de Part 3. Tu sais, il y a des espèces dont on nous fait peur. Il y a toujours quelque chose qui a pas rapport. Un tronc d'arbre, un ci, un ça. Puis là, il y a Pamela Voorhees qui sort de l'eau puis qui fait peur à Chris, alors que Chris ne connaît même pas Pamela Voorhees. Donc, ça n'a pas rapport. En 7e position, toutes les scènes en 3D du film Part 3D. Toute la gang n'ont pas rapport. Et la seule qui a rapport avec un meurtre, c'est quand Rick se fait écraser la tête puis que son œil sort, puis c'est ridicule. Fait que ça, c'est raté. En 6e position, la scène de la banane dans la Part 4. Moi, personnellement, je trouve qu'on ne devrait pas tolérer aucune cruauté envers des fruits dans un film. En 5e position, le débile qui se fait couper la tête quand il se promène à moto pendant que sa femme décapite un poulet. J'ai jamais compris cette scène-là. Je sais qu'à un moment donné, il faut que tu remplisses du temps dans ce genre de film-là, mais j'ai pas compris ça. Je sais que c'est comme surprenant. Il y en a qui ont trouvé ça drôle. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle du tout, ni surprenant. J'ai trouvé ça de ridicule consommé. La scène 4, la mort de Chili dans le Part 3. Ouf, là là, là là, là là. Là, quand je parle de la mort de Chili, je parle pas de sa mort en tant que telle, je parle de tout ce qui précède. Et là, si vous analysez ça, et si vous avez décidé de devenir un comédien, une comédienne, et que vous allez à l'école nationale pour devenir comédien, et que vous décidez de reproduire cette scène-là exactement comme ça, vous n'allez pas avoir de diplôme. C'est tellement mauvais, et tellement mauvais, et tellement mauvaise. Sérieusement, là, c'est une poteuse, elle aurait dû fumer avant de faire la scène. Je suis sûr qu'elle aurait été meilleure. 3e position, la mort de Jason dans le Part 8. Il n'a plus son masque, là. Il est tellement pas épeurant, là, il a l'air vraiment d'un personnage pour enfants. Déjà que le film est pas bon, ça finit de manière grotesque, c'est vraiment terrible. En 2e position, toutes les scènes de Tommy Jarvis dans le 5, je vous l'ai déjà dit, il dit 24 mots en tout et partout, et il est mauvais, il est pas crédible, donc voilà. Et aucune surprise, toutes les scènes de Shelley dans le Part 3. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus, ça ne me tente pas. Les 5 meilleurs meurtres maintenant. Donc, en 5e position, je viens juste d'en parler, Amanda qui se fait brûler vive au-dessus d'un feu de camp. Pour moi, ça a été vraiment une surprise de voir qu'après autant de temps, on réussisse à faire un meurtre aussi terrible. En tout cas, bref, moi, ça m'a surpris. En 4e position, Tina qui se fait transpercer les yeux après nous en avoir donné plein la vue dans le Part 5. Je pense que tous et chacun, nous avons apprécié cette scène au complet. En 3e position, Vera qui reçoit un harpon dans l'œil après avoir dit « Shelley, excuse-moi Shelley ». Moi, ce que j'ai apprécié, probablement, c'est un très bon meurtre. Puis deuxièmement, c'est aussi le premier meurtre de Jason avec son masque. En 2e position, la mort de Jack, Kevin Bacon, qui se fait transpercer la gorge. On est dans les premiers films, puis c'est un meurtre qui est très surprenant, très très bien réussi aussi. Toute la scène au complet est très très bonne. Il se fait prendre par le front, puis c'est vraiment, sérieusement, c'est parmi les très bons meurtres, sinon le meilleur. J'ai hésité entre le mettre en première position parce qu'étant donné que c'est comme ça venait, on venait de créer ce genre de le cinéma d'horreur italien a fait des choses bien pires que ça bien avant, là, mais je parle pour cette série-là. Mais vraiment, le meilleur meurtre, c'est sans contredit le pauvre Mark en chaise roulante qui reçoit une machette dans le front. Moi, cette scène-là me donne vraiment des frissons à chaque fois que je la vois. Je trouve ça vraiment terrible là, qu'on ait pensé de faire ça. Je sais même pas si on pourrait faire ça encore aujourd'hui. Je sais pas. Les 5 meilleurs personnages. Alors, en 5e position, c'est Tina de Part 7. J'ai trouvé que même si c'était un genre de Carrie, elle a réussi un peu à redynamiser la série. Fait que ça, j'ai bien aimé le personnage. En 4e position, évidemment, Tommy Jarvis. Mais Tommy Jarvis du 4e épisode, bien que j'ai beaucoup aimé celui aussi du 6e épisode. En 3e position, Jeannie du Part 2. Je pense pas qu'il y a personne qui suit les Friday 13 qui n'a pas aimé Jeannie. En 2e position, moi, c'est toujours une de mes préférées. Je l'ai dit depuis le départ, c'est Annie dans le premier film.
grâce à Annie, on comprend l'univers de Vendredi 13 dans les 10-15 premières minutes. Grâce à elle, tout Vendredi 13, on comprend tout ce qu'est l'univers de Vendredi 13. Donc, un excellent personnage, puis très jolie fille aussi. J'aime son dynamisme, donc pour moi, c'est un de mes personnages préférés. Et en première position, non, ce n'est pas Jason. Jason, c'est pas pour moi, c'est pas un personnage. Jason il est obligatoirement là. Non, c'est Crazy Ralph. Un film de Vendredi 13 sans lui n'aurait pas été, tu sais, c'est toujours, c'est comme l'espèce de fou. Il y a toujours un fou. Tu sais, dans le Texas Chainsaw Massacre, tu sais, t'as toujours le pompiste, t'as toujours, tu sais, c'est toujours cette espèce de personnage-là. Puis, you're doom, you're all doom. Moi, je trouve très dommage qu'on l'ait tué si tôt. Bon, j'aurais pas voulu qu'il soit vivant pendant les 12 films, mais je trouve qu'on s'en est débarrassé un peu trop vite. Bon, mes 5 pires personnages. Alors, j'en ai un 6e en bonus, c'est Duncan Kirk du Part 9, qui a l'air de se prendre pour un gunslinger ou je sais pas quoi. Mais c'est parce il surjoue tellement son personnage qu'il en est pas crédible pour dessous, déplaisant. Donc, il est là pour ça. En 5e position, j'ai mon couple de poteux de la 3e partie, dont j'ai déjà parlé amplement. En 4e position, c'est tous des gens qui sont tellement déplaisants que je ne passerai pas soirée là-dessus. C'est le couple de propriétaires de l'épicerie de l'épisode 3. Alors, vous les connaissez. Écoutez, si vous voulez entendre parler d'eux, vous avez juste à réécouter les épisodes. Vous allez en avoir pour votre argent. En 3e position, le couple de cave de chialeux du 5 qui apporte mais tellement rien à l'histoire. Pas du tout. En 2e position, c'est Fox. Ça, c'est la toffe. Elle est avec une gang de toffes, là, mais elle, particulièrement, elle est vraiment mauvaise, particulièrement dans la scène où elle se promène dans la grange. Et ça aussi, écoutez, si vous avez un épisode à écouter où vous voulez vous bidonner, manger du popcorn puis des bonbons, écoutez la capsule du Part 3. Et je vous suggère ça. Puisque justement, mon personnage préféré à haïr, c'est Shelley. Je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas Shelley. Alors, je vous invite vraiment, et je dis tout de suite, je suggère à mon réalisateur de mettre, vous pouvez même cliquer directement ici en bas pour aller voir immédiatement la capsule de Friday 13 Part 3D. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Vous allez avoir du plaisir assurément. Bon, c'est maintenant l'heure des filles les plus sexy. J'en mets deux en bonus. Ce que j'ai décidé de faire pour les filles, c'est que il y en a vraiment beaucoup. J'ai décidé d'en mettre une par film. Donc, ils sont pas dans l'ordre. Je les ai mis vraiment dans l'ordre que je les préfère. Mais il y en a vraiment une par film pour question que c'est plus gentil comme ça, c'est plus égalitaire. Mais j'en ai quand même mis 2 parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le top 13. J'ai mis Terry, Kirsten Baker du Part 2, sa fameuse baignade comme un peu un classique, et Amanda, dont on a parlé tantôt, America Olivo, dans Part 12. Donc, ces deux-là sont des petits bonus. Alors, j'y vais dans le désordre. En 13e position, Kia Watterson, qui est interprétée par Kelly Rowlands dans Part 11. En 12e position, le personnage de Rennie, interprété par Jensen Daggett dans Part 8, qui avait quand même un petit look des années 90, là, qui était cute quand même. En 11e position, Robin, interprété par Elizabeth Caton dans Part 7. Ça, c'était la rousse avec les cheveux longs. En 10e position, Janessa, interprétée par Melissa Aid dans le Part 10, donc dans Jason X. En 9e position, Tamara, interprétée par Charlene Martin. Ça, c'est dans le Part 8. Ça, cette fille-là, c'est la fameuse fille qui voulait pas tourner sa scène dans la douche, mais que le réalisateur lui a dit « Hey, regarde, je vais te montrer, si je rentre dans la douche, on ne te verra pas. » Fait que quand même, tu sais, une jolie fille. Ensuite, en 8e position, Elizabeth Marcus, interprétée par Julie Michaels dans Part 9. C'est la policière qu'on voit au tout début du film. Alors, une très très belle fille. En 7e position, Megan, interprétée par Jennifer Cook dans Part 6. C'est la fille du shérif. Moi, j'aime particulièrement ce personnage-là parce que, outre le fait que c'est une très jolie fille, c'est une fille qui prend les devants. J'en ai déjà parlé quand j'ai parlé du film. Donc, c'est pas une suiveuse, là. Donc, très bon personnage. En 6e position, Samantha, interprétée par Jodie Aronso dans le Part 4. C'est la fameuse fille qui va mourir dans son petit bateau pneumatique.
En 5e position, alors là, on tombe dans le top 5, c'est Marcy. C'est Janine Taylor dans le premier film. Il y en a qui sont pas d'accord avec moi, soit dit en passant, pour ce choix-là, mais c'est pas grave, c'est mon choix à moi. 4e position, c'est Sandra, interprétée par Martha Kober, qui est dans le Part 2. Je rappelle que Sandra, on devait l'avoir nue de manière complète, mais qu'on ne pouvait pas l'avoir nue parce qu'elle n'avait que 16 ans, mais quand même une très jolie fille. Dans 3e position, c'est une incontournable, c'est Brie de Juliana Gill dans le Part 12. Je pense que personne d'entre nous ne peut l'oublier. Là, j'ai vraiment hésité pour les 2 dernières, mais c'est vraiment un choix tout à fait personnel. Je sais que vous l'auriez certainement mis en première position. C'est Tina, interprétée par Deborah Voorhees dans le Part 5. Pas besoin de vous expliquer les raisons qui motivent sa place là. Et en première position, c'est Debbie, interprétée par Tracy Savage dans le Part 3. C'est elle qui, à mon avis, sauve le film. Encore une fois, je vous invite à aller voir la critique de Part 3D. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce film-là, mais il est marquant dans la série. Alors, maintenant, je vais y aller en terminant. On termine vraiment le tout avec le top 12 des Vendredis 13. Alors, c'est ce que vous m'avez demandé depuis le début. Dès la première capsule, vous me l'avez demandé. Alors, je vais prendre le masque et alors, on va faire pile ou face. Si ça tombe sur face, comme ça, je vais y aller de 1 à 12. Et s'il tombe du côté, ce qu'on va appeler pile, là, de ce côté-là, je vais y aller du 12 au... C'est-à-dire... je vais y aller du 1 au 12. Alors voilà, on y va. Bon, il est tombé du côté pile. Donc, j'y vais du meilleur au pire. Alors voilà, donc, sans surprise, là, c'est Friday the 13th, le premier, celui de 1980, qui est en première position. C'est le film que je vais toujours écouter, généralement, lorsqu'il y a un vendredi 13. Des fois, je vais en écouter un autre, mais c'est toujours celui-là vers lequel je reviens. C'est mon préféré. Il y en a qui ont besoin de voir Jason. Ce n'est pas nécessairement mon cas. J'aime les personnages de ce film-là. C'est l'original. J'aime la musique. J'aime l'atmosphère. Je suis jamais déçu quand je revois l'original. Vraiment, jamais déçu. J'irais jusqu'à dire que si jamais il y avait eu un seul film de cette série-là à y avoir, ça serait celui-là, puis j'aurais pas été plus déçu, là. Je veux dire, Jason existe, ça dit en passant. Jason existe dans ce film-là. J'aurais pas eu besoin de le connaître plus tard ou quoi que ce soit, même si on sait très bien que le personnage de Jason adulte est un personnage mythique dans l'histoire du cinéma moderne, du cinéma d'horreur moderne. Le deuxième, Friday 13 Part 2. Avec le temps, des fois, ça bouge un peu, mais quand je le revois, ça demeure un film qui est... c'est pas une suite directe nécessairement, mais les meurtres... en fait, si le premier a vraiment a mis la barre haute, puis s'est inscrit dans l'histoire du cinéma, ce que j'appelle le Part 2, évidemment, a copié un peu les éléments du premier et a comme inscrit, je dirais, ce que va devenir tous les vendredis 13 pour la majorité des vendredis 13 par la suite. C'est vraiment là que tu vas avoir ce qu'on appelle le guideline, là, la base de ce que vont devenir le reste de la série. Donc pour moi, c'est un essentiel qu'il soit là. Le suivant, c'est Friday 13 de Final Chapter. Alors, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment les premiers que je préfère. Le Final Chapter, j'ai toujours dit que la série aurait pu quand je parle de série, la série aurait pu s'arrêter là. Mais on aurait pu écouter 1, 2, 3, 4, là. C'est un excellent film, tout y est. On a du suspense, on a des belles filles, on a tout ce qu'il faut. Tommy Jarvis, c'est un excellent personnage ici. Donc, on en a vraiment pour notre argent, puis on a une très très bonne finale, vraiment très bonne finale. Par la suite, je mets Friday 13 Part 6, Jason Lives. J'ai toujours dit que ce film-là faisait partie de mes préférés. C'est pour moi un excellent divertissement. Je m'ennuie jamais quand je le regarde. La seule chose, c'est comme je vous l'ai dit, en l'écoutant la dernière fois, j'ai réalisé à quel point il manquait un peu d'hémoglobine dans ce film-là. Ensuite, c'est Friday 13 Part 7 de New Blood, un film que j'ai toujours aimé pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je l'ai déjà dit, c'est le
premier film de la série que j'ai vu au cinéma, mais aussi parce que c'est un film qui a réussi à redonner un peu le temps d'un film, là, à donner une espèce de nouveau souffle à cette série-là avec un personnage qui réussissait à confronter Jason d'une autre manière, tu sais, étant donné que Tina avait des pouvoirs. Ensuite, c'est Friday 13 Part, ben il n'y a pas de part, là, c'est le 12e, là, le reboot de 2009. Comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, vraiment, c'est un excellent exercice qu'on a réussi à faire. On a redynamisé, on a redonné un style des années 2000 à ce film-là en réussissant à aller chercher des éléments du passé, mais vraiment en lui donnant vraiment une couleur d'aujourd'hui. Donc, ça peut promettre pour un prochain. Puis moi, j'espère sérieusement que si on en fait un prochain, ça serait le dernier, qu'on fasse 13 films. Mais bon, regarde, on sait ce que c'est dans ces séries-là. On ne suit pas nécessairement la logique. Par la suite, c'est Friday 13 Part 5, A New Beginning. Oui, moi j'aime ce film-là. Beaucoup de défauts, vraiment beaucoup de défauts, mais il y a... C'est apprécié comme film d'horreur de la série Vendredi 13. T'as vraiment tout ce que tu veux là-dedans. Tout ce que tu veux. T'as des filles en masse, mais t'as surtout des meurtres en s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fait que si tu veux voir un Vendredi 13 puis tu veux sortir de là avec l'esprit repu d'horreur, ben là, tu vas être gâté. Le suivant, c'est notre cher Friday 13 Part 3 3D. Alors oui, il s'inscrit quand même dans cette liste-là comme pas nécessairement le dernier, parce que malgré Shelly, puis des personnages désagréables, ben il y a quand même le fait que ben Jason découvre son masque là-dedans. Et il y a quand même des éléments. Tu sais, l'atmosphère, il y a le fait que, tu sais, on est des années 80, puis il y a des choses qui se battent pas, qui battent pas ça, contrairement à certains films qu'on a fait plus tard, puis qui sont pas aussi bons. Comme je vous dis, il y a beaucoup de défauts dans ce film-là, mais de toute façon, il se retrouve pas non plus dans le top de la liste. Par la suite, c'est Freddy vs. Jason. C'est un film que j'ai aimé particulièrement pour les personnages, pour certaines scènes, comme par exemple pour les origines de Freddy, j'aimais ça. Les origines de Jason, j'ai bien aimé. C'est la confrontation entre les deux qui a fait en sorte que j'ai pas aimé ça. Puis Jason tout court, j'ai pas aimé du tout le comédien qui l'a interprété, le cascadeur. Pas du tout, vraiment pas. Pas épeurant pour dessous. C'est ce qui a fait en sorte qu'il se retrouve aussi bas parce que il aurait pu peut-être se retrouver un petit peu plus haut que ça, mais malheureusement, ça lui a fait perdre beaucoup de points. Ensuite, c'est Jason X. Ben là, vous comprendrez que ça n'a pas rapport, là, Jason X. Je veux dire, Jason dans l'espace, pour moi, c'est comme insensé. Je comprends qu'on peut faire n'importe quoi à nos personnages de nos jours, mais là, il y a un bout à tout, là. Le suivant, c'est Friday 13 Part 8, Jason Takes Manhattan. Et là, j'ai tergiversé, s'il vous plaît, en savoir lequel le mettre en dernier. Mais j'avais hâte de le revoir, comme je l'ai déjà dit, parce que je l'ai réécouté expressément pour les capsules que je fais là. Et je me suis dit, ben tu sais, je l'ai vu juste une fois, puis je me suis emmerdé, là, mais emmerdé, c'est épouvantable. Et comme je le disais aussi, la bande sonore n'aide pas du tout. Même Kane, je l'ai pas trouvé épeurant. Une finale abominable, un scénario mauvais. Jason, c'est un bateau. Il est même pas à Manhattan. Il va à Manhattan, puis il est à Vancouver. En tout cas, terrible. Vraiment, si vous avez des choix à faire dans la vie, puis que vous l'avez déjà vu, mettons, au cinéma, il y a 20 ans, pensez même pas le revoir. Regardez l'autre chose. Sérieusement, regardez l'autre chose. Puis le dernier, c'est Jason Goes to Hell. Très triste parce que les premières minutes du film, je suis là, oui, ça va être, mon Dieu, ok, c'est pas pire. Là, il rit de la série parce qu'ils font, tu sais, des genres de clichés, tout est là, les clichés sont présents. Puis là, après ça, là, quand je me dis, oui, c'est vrai, Jason, c'est pas Jason, puis c'est dommage parce que, tu sais, il y a une espèce de... Ils retournent dans des origines, puis, tu sais, ils font un peu de... là, je suis pas sûr, là, ça, ils vont-tu là-dedans? Ils vont pas... Puis là, Jason qui se promène d'une arme à l'autre, puis une espèce de... Le scénario qui invente que Jason, c'est une espèce d'arme, là, puis non.
non, non, là, ils m'ont perdu vraiment, vraiment. Alors là, ça a failli être la série Goes to Hell, mais heureusement, ils se sont réchappés avec d'autres choses après, là. Mais en tout cas. Ben voilà, ça fait le tour de la série. J'espère que vous avez apprécié toutes ces capsules qu'on a produites pour vous. Il y a maintenant, on voit évidemment, les petites vues ne s'arrêtent pas là, on fait d'autres choses, vous le savez très bien, on produit des critiques, on fait des rétrospectives de choses que vous nous demandez. En lien avec ce genre de série-là, beaucoup de demandes de votre part. Il y en a eu vraiment des choses assez exceptionnelles. Vous m'avez même proposé, et je vous en remercie, des séries que je ne connaissais pas, des séries qui jouent sur Netflix, qui sont déjà prêtes, que je vais écouter très prochainement. Donc, c'est très agréable de pouvoir partager avec vous quand vous m'écrivez puis tout ça. Donc c'est fantastique de pouvoir aujourd'hui dans une ère comme aujourd'hui de pouvoir partager avec des gens qui sont aussi passionnés que moi. Donc ça je l'apprécie énormément. Comme je l'ai mentionné, puis comme vous me l'avez demandé aussi, eh bien, on va dorénavant, pour les prochaines fois, outre les capsules que je vais faire avec mes collègues habituels, on va parler de la série Halloween. Donc, j'ai très hâte de vous retrouver pour parler de cette série-là qui a fait en sorte que j'ai aimé le cinéma d'horreur parce que je n'écoutais pas ça. C'est grâce à mes amis que j'ai commencé à écouter le cinéma d'horreur et justement, principalement, le film Halloween. Donc, j'ai très hâte de vous retrouver à cette occasion-là, mais aussi, bien sûr, pour les autres discussions que nous aurons bientôt. Bien entendu, j'espère vous entendre par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui. Une plus longue capsule, ça évidemment, on le savait très bien. Donc, je vais avoir vos commentaires sur c'est quoi vos scènes préférées, c'est quoi les scènes que vous aimez pas, vos personnages préférés, l'ordre dans lesquels vous avez préféré les différents Friday 13. Tout ça, évidemment, je veux l'entendre. Puis aussi, je vais attendre vos suggestions. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous aimeriez dont on parle. Évidemment, c'est ça, on est là pour vous. Alors, merci d'avoir été là pour toutes ces capsules. J'ai vraiment apprécié de le faire avec vous, en quelque sorte. Et j'étais heureux de vous retrouver. À très bientôt.